Et là, on a su récemment, avec Émilie Nicolas, que Boisy était le conseiller du PQ et de Plamondon, qui allait chez Plamondon, Plamondon allait chez lui. Là, Plamondon dit, je m'en rappelle plus. Ah ouais, ben il est un peu mal baisé parce que Nicolas elle a absolument toutes les preuves écrites des échanges, puis il y a bien d'autres révélations qui vont sortir aussi. C'est quoi être de gauche? Pour moi, la gauche, c'est une certaine forme de justice, qui ne veut pas dire que ceux qui sont à droite se fichent de la justice, mais je pense que lorsqu'on est à gauche, il y a peut-être une empathie plus grande, peut-être une sensibilité plus importante à ce qu'on pourrait appeler l'injustice sociale, évidemment, de manière générale, mais aussi, moi, ce qui m'occupe beaucoup ces dernières années, c'est toute la question des droits fondamentaux, hein. Quand on brime les droits fondamentaux, on arrive à comment je dirais, à des résultats qui sont absolument effarants, disons-le franchement. Alors pour moi, cette espèce de gauche-là, c'est une forme de résistance à la montée de l'extrême droite. Ça veut dire plusieurs choses, évidemment, notamment en ce qui me concerne, l'attaque aux droits fondamentaux. Ta lecture sur le lynchage médiatique et politique de Aaron Boisy. Avant, je vais vous parler d'une des raisons pourquoi je me suis lancé en politique. Je vais vous parler de racisme et de l'importance de ce qui se passe aujourd'hui dans la lutte contre le racisme. Le racisme, il n'y a pas de race évidemment humaine, il y a des races qui sont construites par la société, qui créent une catégorie à laquelle on assigne une culture qui par définition est dangereuse, qui est inférieure. Et au bout de 22 ans, ce que vous faites aujourd'hui est très important pour casser la construction de ces mécanismes du racisme. C'est d'autant plus important aujourd'hui que nous voyons malheureusement, et Dieu sait que je vois ça à l'Assemblée nationale tous les jours, la construction de cet autre qui est maghrébin, qui est musulman, qui est noir, qui est autochtone, et de sa culture qui, par définition, serait dangereuse ou inférieure. Plusieurs choses à dire, hein. Aaron, je le connais, on a déjà soupé ensemble, chic type, tout doux, gentil, humaniste, un gars que j'aime beaucoup, puis je l'encourageais à se présenter. En fait, il ne m'a pas demandé mon avis, mais j'étais derrière lui, solidairement. Ceci dit, par rapport à ses propos sur l'Assemblée nationale, évidemment que ça a été caricaturé, récupéré, instrumentalisé. Je crois, cela dit, qu'il a raté un peu. Puis c'est facile hein, de prendre un propos comme ça dans une soirée au micro, mais je pense qu'il a lui-même manqué de nuances, bien franchement, parce qu'il a visé comment je dirais, l'ensemble de l'Assemblée nationale. Bon. Et ça a été ça l'erreur, parce que de toute évidence, là, on a donné du pétrole à tous ceux et celles qui. Et c'était fantastique de les voir aller, là. Les plus grands racistes de notre Assemblée nationale ont surfé là-dessus pendant quoi? Une semaine, 10 jours, 2 semaines. Alors, pour faire une histoire courte, je pense qu'il l'a exagéré parce qu'il a mis un peu tout le monde dans le même panier, ce qui, à mon sens, était une erreur. Ça aurait été plus juste de dire j'ai vu et je vois à l'Assemblée nationale, j'entends des déclarations racistes ici. Bon, ça aurait déjà été plus. En d'autant que quand on va jouer sur ce terrain-là, il faut y aller avec beaucoup de circonspection. Parce qu'autrement, évidemment, on a vu l'ensemble des députés de l'Assemblée, notamment Risky, se braquer. Et je pense, à juste titre, en quelque sorte. Parce qu'il y avait de l'exagération, parce on a fusionné un et l'autre. Cela dit, et c'est là que c'est dommage, c'est qu'on a réalisé, on le savait déjà, puis moi, ça fait longtemps que je le dis, au Québec, c'est beaucoup plus grave de traiter quelqu'un de raciste que d'agir en raciste. Et Jean Boulet a tenu les propos parmi les plus racistes qu'on peut entendre, et il est encore en poste. Il a conservé son job de ministre, ce qui est quand même fantastique quand on y pense. François Legault en a balancé une et une autre. Il y a un excellent reportage de Pivot là-dessus. Évidemment, je m'en rappelais,
mais on finit toujours par oublier un peu, hein, à force de répétition. Saint-Pierre Plamondon, qui est pour moi le plus hypocrite de toute cette gang-là, je le connais bien, ce gars-là n'est pas raciste pour 2 sous, c'est le plus inclusif. Et Émilie Nicolas l'a écrit dans une chronique récemment, puis je sais parce qu'elle me l'avait dit. Boisy était le conseiller de Plamondon pour la rédaction de la plateforme du Parti québécois sur l'inclusion, sur la diversité, sur le racisme systémique. Et là, Plamondon dit, je ne m'en rappelle plus. Bien, il est mal foutu parce que Nicolas a les preuves écrites de ça. Je le sais très bien, là. Alors, c'est du mensonge éhonté. Et c'est ça qui est un peu dommage. Et c'est là que, je dirais, qu'il y a un sacré problème. Parce que si Boisier avait été plus circonspect, disons ça comme ça aurait été beaucoup plus facile de. Alors là, il a tiré trop large, ça lui a pété sur la gueule. Et évidemment que les plus grands pyromanes, côté raciste, s'en sont servis essentiellement. Et ça fait en sorte que maintenant, Boisier est devenu radioactif, même dans son parti. Et puis voilà, alors que Jean Boulet, ben, lui, siège encore, est encore ministre, et puis aucun problème avec ça. Mais ta lecture de cet événement, au final? Je répète, hein, parce que c'est important de le faire. Je crois qu'il a tiré trop largement. On n'est pas obligé d'être d'accord là-dessus, mais pour moi, c'était une erreur majeure. Bon. Ceci dit, je remarque que Boisy s'est fait ramasser 1000 fois plus, à la fois par l'Assemblée nationale et par les médias, que n'importe quel politicien qui adopte des postures racistes. Tu sais, quand Saint-Pierre Plamondon est allé dire qu'il y a des demandeurs d'asile qui ne sont pas de vrais demandeurs d'asile, c'est grave, là. Quand il est allé dire qu'il faut envoyer la SQ bloquer Roxane, c'est grave, là. Quand il est allé dire dans un Québec souverain, parce que c'est toujours la magie, nous, on va trier là, ab initio là, les vrais des faux en 28 jours. Attends, quoi? Tu n'as même pas le droit de faire ça. N'importe quelle convention internationale sur le droit des réfugiés te dit exactement le contraire. Ça prend un processus quasi-judiciaire. Alors, puis il sous-tendait, c'était même pas subtil. Il l'a dit. Il y en a des fois, on va les trier, on va séparer le bon grain d'ivraie, puis pour les autres, ils resteront dans un hôtel sous surveillance. Mais c'est de la maladie mentale, c'est de la folie, là. Et puis, le plan a été déposé, puis les gens ont dit, ah ben voici le plan du PQ. Ah puis, ah ben c'est correct. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est ça, c'est correct? C'est en contravention à tout ce qui existe en termes de droit international humanitaire. Puis il n'y a personne dans les médias ou à peu près pour dire, ça n'a juste aucun bon sens, là. Et poser la deuxième question, Monsieur Plamondon, si vous êtes président d'un Québec souverain, allez-vous respecter le droit international humanitaire? Allez-vous respecter les conventions? Personne. Ah ben, Boisy, par contre, pour un truc qui a duré, je ne sais pas moi, une phrase et demie, ou 2 ou 3, je le répète, c'était malhabile, mais rendu là, c'est pas la fin du monde non plus, en a eu pour 10 jours, 2 semaines à se faire taper sur la gueule. Il y a eu 2 tours, si je ne me trompe pas, à l'Assemblée nationale. C'était wow! Comment expliquer cet acharnement? Je reviens à ce que je disais. S'il avait dit « J'entends à l'Assemblée nationale des déclarations racistes du premier ministre Legault, du ministre Boulet, du chef de l'opposition du Parti québécois, Saint-Pierre Plamondon, les voici, bang, 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 bang », ça passait. En fait, c'est pas vrai. Il se serait buté quand même, mais beaucoup moins, à mon sens. Et pourquoi? Parce que là, les libéraux l'ont lancé en bas de l'autobus. Chez les solidaires, on a bien vu que c'est arrivé aussi. La plupart des... Un gars comme Patrick Masbourian, on ne va quand même pas accuser d'être raciste, le ramasser à coups de 2 par 4. Pourquoi? Ben parce que, voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est exagéré. En d'autres termes, je répète, la réaction à l'affaire Boisy était disproportionnée et médiatiquement parlant et politiquement. Ça, c'est évident. Aussi, c'est encore, je le répète, c'est important, c'est beaucoup plus facile d'être raciste au Québec que de dénoncer le racisme, ce qui est en soi un méga non-sens. Pour le reste, Boisy a provoqué, en quelque sorte, je ne dis pas qu'il a mérité les conséquences, mais il a provoqué la tempête parce qu'il a été malhabile. Pourquoi, au Québec, c'est plus facile d'être raciste que de dénoncer le racisme? Parce que tu as Québécois qui dit depuis 15 ans qu'on n'est pas raciste, puis le seul racisme qui existe, c'est le racisme anti-blanc. C'est pas plus compliqué que ça, là. C'est-à-dire, l'empire médiatique québécois qui contrôle 40 des médias au Québec,
te dis à coup de 5, 6, 7, 8, 10 chroniques par jour, depuis une quinzaine d'années, que le danger, c'est les femmes musulmanes, c'est le voile, ce sont les barbus, ce sont les woke, ce sont les racistes anti-blancs, qui sont souvent les mêmes personnes de toute façon. Alors, ça ne prend pas la tête à Papineau pour réaliser que ça finit par entrer dans la psyché des gens, tout ça, là. Et c'est pas des farces. Plamondon qui va à Saint-Pierre, pardon, qui va à Tout le monde en parle, et on lui dit qu'est-ce qu'un woke? Il dit peu importe la définition. Ils l'ont laissé aller avec ça. Comment ça, peu importe la définition? Mais tout est là. C'est juste ça le débat. C'est quoi la définition d'un woke? Peu importe. Comment ça, peu importe? Il n'y a pas de peu importe. De quoi tu me parles? La réalité, c'est que tu me parles de rien. Puis ces gars-là sont même pas originaux. Pas pour 2 scènes. Ils réappliquent le livre de recettes des DeSantis, des Trump, des Orban, des Le Pen, des Zemmour. C'est zéro subtil. C'est la même affaire. Au mieux, ils traduisent de l'anglais. Ah, c'est tout. Mais pour le reste, c'est une application directe de ce qui se passe ailleurs. Puis c'est ça qui devient pas juste problématique, pas juste délétère, ça devient catastrophique pour un vivre ensemble parce qu'on est dans une guerre culturelle. Et là, c'est rendu que le wokisme est rendu plus grave que l'extrême droite. Puis ça fait déjà un bout de temps que je le dis, ça fait une dizaine d'années. Le premier livre que j'avais écrit, c'était là-dessus. On a réécrit le lexique public. Au début, c'était graduel. Mais là, tu te promènes dans la rue, puis les gens ont plus peur du wokisme que d'un gars qui s'appelle Trump qui a cité 6 fois Hitler en décembre puis en janvier. Ah, ben c'est pas si grave que ça, Hitler. Comment? De quoi tu parles? Est-ce que tu observes une droitisation des médias québécois? Hey, je l'observe, oui. Moi, ça fait une dizaine d'années là, que je le dis. C'est une évidence. Bon, Québécois, moi, je sais, j'ai travaillé 10 ans à Québécois, au Denis Lévesque. J'étais un peu le gauchiste de service. Là. Ça, c'est avant qu'arrive la joute. Oui, là, il y a Mulcair, Kadir ici et là. Je pense que la joute fait un travail honnête en essayant de donner un peu l'un et l'autre, mais à l'époque, donc avant la joute, moi, il m'appelait le gauchiste de service, là. Je veux dire, j'étais à peu près le seul. Bon, puis c'était correct, je me plaignais pas. Alors que la plupart des autres médias, tu sais, la presse a toujours été l'extrême centre, hein. La presse, c'est bof. Il y a quelques chroniqueurs là, qui sont vraiment intéressants, là, puis je ne les nommerai pas parce que je ne veux pas faire de la peine aux autres ou vice-versa, mais, mais, mais une que j'adore, tu sais, c'est Chantal Guy puis Rima El Khoury. Bon, puis Cassidy. Eux, sont à gauche, je pense pour les bonnes raisons. Et surtout, puis même s'ils étaient à droite, je ne virais pas fou avec ça, mais ils se commettent. Alors que la plupart des autres, puis il y en a d'autres là, qui sont pas mal aussi, mais ils surfent, ils se promènent au centre, puis ils ont peur. Puis de temps en temps, là tu les vois là, dans une entrevue avec Bocoté, ils sont tout énervés. Et là, tu dis, OK, si tu es tout énervé avec Bocoté, tu dois pas être très, très loin de ce qu'il raconte lui-même. Puis pour moi, Bocoté, c'est un ambassadeur de l'extrême droite. C'est ce qu'il est. Il faut arrêter de se dire des conneries. Là. Faites Bocoté extrême droite, il va sortir 800 trucs sur Google, tout en Europe, parce que là-bas, ils savent c'est quoi l'extrême droite. Ici, bon, on est un peu mêlé. L'actualité qui a fait un truc dans son palmarès, machin, ils le mettent je sais pas où. Puis très élevé, en fait, je me souviens bien. Puis ils disent un intellectuel conservateur. Tabarnak, c'est pas un conservateur, ça. Voyons donc, tu sais pas qu'est-ce que c'est ça. Mais ça participe à la banalisation. Et pour répondre à ta question encore davantage, c'est que la pandémie a vraiment pas aidé, hein. Les trucs de complotisme, machin, le Trumpisme, truc muche. Et là, ils se sont dit, bon, on a 10-15 de la population, peut-être 20, puis il y en a des beaucoup plus soft, là, qu'on s'entende bien, mais il faut leur donner une voix parce que, bon, c'est un auditoire, c'est un lectorat. Alors, on essaie de, bon, et tu sais quoi? Moi, il y a une marge, je pense, qui est nécessaire. Simplement, il ne faut pas la franchir, puis je m'explique. La droite, disons, économique, OK? Une vraie droite économique. Elle a, je sais pas, mettons à l'époque, à la Mario Dumont, bon, dans le temps de l'ADQ. Mais c'est tout à fait nécessaire, ça, comme dialectique dans une démocratie, la gauche, la droite. Moi, je n'étais pas d'accord avec lui du tout la plupart du temps, mais on s'en fout de ce que je pense. Ça n'a pas d'importance. Il faut qu'on ait cette dialectique-là. Par contre, quand on est rendu à triper sur Trump, qui est un fossoyeur de démocratie, là, c'est ce qu'il est,
puis qu'il y a une espèce de culte de la personnalité autour de ce gars-là. Même nos Trumpistes québécois sont tout énervés. C'est et le 25 des tarifs, ils trouvent ça génial. C'est la trolley de poulet qui tripe sur le colonel Sanders, là. Tu sais, je veux dire, c'est complètement, là, c'est le monde à l'envers. Là, tu vois Trump qui publie des trucs sur Truth avec le drapeau canadien, laissant entendre qu'il va peut-être envahir le Canada. Bon, on va savoir si c'est vrai ou pas. Ils sont là, ah, je l'adore, ah, il est tellement charismatique. Mais tu te dis, OK, mais déménagez, là, foutez le camp. Alors, pour revenir à ta question, les médias se sentent obligés de donner la parole à ces gens-là, alors que lors du premier mandat de Trump, c'est-à-dire avant la pandémie, 2016-2020, niet, ça n'arrivait pas. Moi, je suis assez vieux pour me rappeler les débats dans la presse, notamment avec Alain Dubuc, qui était très à droite, genre, il faut privatiser Hydro-Québec, il faut privatiser la SAQ. Je trouvais ça absurde comme position, mais en même temps, ça fait partie d'un débat, d'une dialectique. Il y avait une rationnelle derrière ça. Moi, je suis vraiment pas d'accord, mais il y avait des arguments, il y avait quelque chose. Tandis que si tu me dis que Trump, il n'est pas dangereux, puis c'est pas vrai qu'il a été condamné au criminel, puis tu me dis que c'est pas vrai qu'il a perdu l'élection de 2020, mais là, c'est parce qu'on n'est plus sur la même planète. Et le problème de la démocratie, c'est ça, c'est quand tu n'as plus de lien, quand tu n'as plus de lien pour unir tes citoyens, tes discussions publiques, ton agora et ton intelligentsia, bien, il n'y a plus rien qui tient. Or, les médias sont tombés dans ce piège-là. Se sentent obligés de donner la parole à, parce qu'ils savent, ben, tu vois, c'est une partie de la population. Mais c'est une partie de la population, justement parce que les médias ont fini par leur donner la parole. Et cette parole-là s'était créée initialement par les médias sociaux. Hein, si on n'avait pas eu de médias sociaux pendant la pandémie, ça aurait été autre chose. Si on n'avait pas eu de médias sociaux, Trump n'était pas élu en 2016. Mais là, tout est devenu banalisé. Lee Bock-Côté, par exemple, dans le Journal de Montréal, il parle de persécution politique par rapport à Trump. Là, c'est pas de la persécution politique, c'est des crimes de droit commun. Il a été condamné par un jury. Où ça, de la persécution politique? Il dit la même chose par rapport à Le Pen. L'oligarchie de gauche. Mais c'est d'une débilité sans nom. L'oligarchie. Trump lutte contre l'oligarchie. Mais il faut être con comme la lune là, pour penser un truc comme ça, puis encore plus le dire. Mais ça passe. Regarde la gang de petits fascistes d'Alliance nationale là, que Plamondon n'a pas voulu condamner au PQ. Ah, ben, tu prends la carte de membre, tant qu'ils respectent le code d'éthique, ça va être correct. Chris, le code d'éthique, c'est des fascistes qui marchent dans la rue avec des saluts nazis. Ça respecte le code éthique du Parti québécois, ça? Sérieux? Puis, t'as Bock-Côté qui dit « oh, que c'est de... » Mais c'est parce que vous dites la même affaire. Bock-Côté a la même cassette qu'Alliance nationale. Or, il est dans le journal 20 fois par semaine, à télé 40 fois par semaine, à radio 52 fois par semaine. Alors, pour répondre à ta question, c'est qu'on crée cette espèce de... On banalise, on crée, on répète, on banalise, on crée, on répète, ou l'inverse, peu importe. Alors, arrive à un moment donné, ben, il y a une portion de la population qui pense ça. Fait qu'il faut leur donner le micro. Ouais, mais pourquoi qu'elle pense ça, cette portion de la population-là? Pourquoi l'Alliance nationale est née il y a de ça quelques années à peine? Enlève Québécois, là. Alliance nationale, ça n'existe pas. Enlève Bock-Côté, ça n'existe pas. Ils seraient un et demi dans leur sous-sol, dans son sous-sol. Fait que bref, voilà. Quelle est ton analyse du virage à droite identitaire du PQ? Est-ce pérenne? Y a-t-il une résistance interne au PQ face à cela? C'est drôle, hein? Mais c'est bien documenté. Là. Je le dis, Plamondon, il n'était pas souverainiste. C'est pas un gars de droite. Bon. Ceci dit, tu peux devenir souverainiste, tu peux changer d'idée. Ça, bon, ça, c'est correct. J'ai aucun problème avec ça. Et vice-versa, tu peux décider de ne plus être souverainiste. Moi, j'ai voté oui en 95. Est-ce que je voterai oui aujourd'hui? Pas avec un projet comme Plamondon. Non, ça ne va pas arriver. Avec un projet plus inclusif, je vais voir. Peut-être. Puis honnêtement, ça me fait de la peine. Ça fait plusieurs fois, je l'ai dit sur plusieurs ondes, de voir ce que le PQ est devenu. Parce que, bien franchement, ce projet-là a toujours été un projet rassembleur, l'autodétermination des peuples. Hein? Au Maghreb, notamment, l'autodétermination des peuples, c'est très salvateur. Là. Il y a quelque chose de porteur là-dedans, là, clairement. Évidemment, on ne peut pas nécessairement faire du copier-coller avec ce qui se passe au Maghreb versus ici, mais reste que le concept en soi est très légitime. Mais de voir, puis quand il est rentré au PQ, là, juste avant, il avait parti une affaire qui s'appelait les orphelins politiques. Puis moi, j'avais dit à une couple de chums médias,
Je dis, méfiez-vous, c'est une patente à gosse, ça, pour se propulser dans la sphère politique. C'est pas sérieux, ça va pas durer. Et j'ai un de mes amis qui est au Devoir, qui a écrit un article disant que les orphelins du Plessis, c'est un genre de regroupement nationaliste, mais à gauche, donc un peu comme la CAQ, mais à gauche. Et Plamondon l'a appelé pour l'engueuler, pour lui dire: t'as pas le droit de dire que je suis nationaliste ou t'as pris que je suis nationaliste. On n'est pas nationaliste du tout, blablabla, blablabla. Ça, c'est au mois d'avril. OK? Au mois de juin, Pelado s'en va, il se présente à la chefferie du PQ. Il n'était pas nationaliste 3 mois avant, il est devenu cette nuit-là. Il s'est dit: ah ben, tu sais, finalement, je pense que je suis nationaliste. Et les médias, bah, s'en fichent, il était dernier à ce moment-là et tout. Il s'est fait ramasser, mais ça, je pense qu'il a fait une campagne correcte. Hein? Il annonce sa campagne avec des femmes voilées, des membres des communautés culturelles. Puis il dit, là, ça suffit le PQ, il faut aller chercher ces gens-là. Moi, j'ai des amis noirs ou je sais pas quoi, qui n'ont pas voulu embarquer dans ma campagne parce qu'ils ont dit, voyons donc, le PQ, ça n'a pas d'allure, il faut aller les chercher. Et là, donc, il se fait ramasser, ce qui était prévisible. Il faisait ça pour se connaître. Et sa deuxième chefferie, tout à coup, oups, il change d'idée sur tout. Et là, j'ai dit, moi, en ondes, à Cogeco, au mois de mai, j'ai dit, Plamondon a une entente avec Bock-Côté. Il a bu le Kool-Aid, il a viré de bord complètement. Et l'entente, c'est simple, c'est que Bock-Côté l'appuie parce que Plamondon, c'est pas un cave. Il a compris que pour être à la chefferie, pour être à la tête du PQ, ça te prend l'appui de Québécois. La meilleure preuve de ça, c'est sa première campagne à la chefferie, où Alexandre Cloutier est parti bon premier et de loin. Là. Il était supposé gagner ça là, facilement. Jean-François Lisée s'est présenté, il était sur un trottoir, je me rappelle encore, il était tout seul, abandonné comme un paumé. Et il a fini par gagner la chefferie. Pourquoi? Bien, parce qu'il s'est mis à écœurer Cloutier, les liens avec Adil Sharkaoui, le Ramadan, le Paty, puis tout. Bah, parce que le PQ, parce que le Québécois a décidé que ça allait être Lisée, tout simplement, puis Cloutier, ils sont mis à le traiter de multiculturaliste, de trudeauiste, de ci, puis ça, mais ce qui est complètement absurde. Puis je le sais très bien parce qu'une de mes meilleures amies était à la tête de la campagne d'Alexandre Cloutier, puis c'est Félix-Antoine Michaud. Il dit: les affaires que j'ai vues de Plamondon, Lisée, il dit, c'est juste épouvantable. Bon, bref. Là, je fais ça à Cogeco. Il demande, il demande un droit de réplique le lendemain pour dire que j'ai menti, que je suis un journaliste comme Fox News, que de dire qu'il y a une entente avec Bock-Côté, c'est parfaitement lunaire, puis il me traite de menteur, tout ce que tu veux. Et puis par la suite, puis il y a un article dans la presse de Katia Gagnon qui confirme pas mal ce que je disais. Et là, on a su récemment avec Émilie Nicolas que Boisy était le conseiller du PQ et de Plamondon, qui allait chez Plamondon, Plamondon allait chez lui. Le Plamondon dit: je m'en rappelle plus. Ah ouais, bien, il est un peu mal baisé parce que Nicolas a absolument toutes les preuves écrites des échanges, puis il y a bien d'autres révélations qui vont sortir aussi par Nicolas et par d'autres potentiellement, éventuellement. En fait, pas potentiellement, mais éventuellement. Mais en tout cas, bref, ça, c'est une autre histoire. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que c'est la bock-côtoisation du PQ. Puis, je trouve ça catastrophique pour le mouvement souverainiste. Parce que ces gens-là, ils se font utiliser par Plamondon. Là. Plamondon, il s'en fout, souverainiste, pas souverainiste. Là. Il veut devenir premier ministre, c'est ça qui l'intéresse. Et il sait que pour devenir premier ministre, chez le Québec, au Québec, ça prend évidemment l'électorat francophone. Et l'électorat francophone est influencé en partie, pas en totalité, mais en partie, par Québécois. Et on me confirme que dans son entourage, il y a des gens de son entourage qui m'ont dit: Bock-Côté lui parle très souvent, là. Mais c'est les mêmes lignes, c'est la même chose. À toutes les fois que Plamondon dit un truc, genre, il invoque la théorie du grand remplacement, le Canada veut nous remplacer d'ici quelques années, il n'a pas dit remplacer, mais ça venait à ça. Et Bock-Côté sort une chronique 10 minutes après. Je veux dire, prends pas la tête à Papineau pour savoir que. On me dit aussi, en tout cas, je vais arrêter là, parce que je ne veux pas trop divulguer des punchs qui sortiront éventuellement par d'autres personnes qui me les ont racontés. Mais je trouve ça triste parce que Plamondon aurait pu devenir premier ministre sans ce genre de discours-là. Parce que le PQ fait le plein des appuis, en fait, des appuis déçus de la CAQ. Et Plamondon n'a pas besoin de faire des sorties contre les woke, n'a pas besoin d'aller garrocher tout le monde en bas de l'autobus. Il a juste besoin d'être qui il est. Puis là, il est devenu souverainiste, très bien. S'il présentait un projet minimalement porteur et rassembleur, les gens embarqueraient. Mais là, il a choisi la voie Bock-Côté.
il va peut-être réussir à gagner l'élection, puis encore là, je suis pas si sûr que ça. Mais par la suite, pour le référendum, là, good luck Charlie, là, parce que la méthode Bock-Côté, c'est quoi? C'est que je vais essayer de critiquer le plus de gens possible, le plus souvent possible, puis tout ce qui est pas comme moi, c'est-à-dire, un bel homme blanc, à droite pour pas dire très à droite, ben on s'en fout, on va casser du sucre. Tu sais, un gars qui te parle d'immigration massive à journée longue et de submersion migratoire, ben c'est la théorie du grand remplacement, ça. Et puis je vois pas comment, moi, les Maghrébins vont se mettre à sauter dans le bateau de la souveraineté demain matin avec ce genre de discours-là, notamment. Quel est le lien entre l'idéologie de Mathieu Bock-Côté et le PQ? Regarde l'Alliance nationale. C'est le même discours que celui de Bock-Côté. C'est la même chose. Ah, on se sent plus chez nous à Montréal, retour avec les traditions, la patrie, la nation, les valeurs, blablabla, blablabla. C'est la même affaire. Le catholicisme, il a fait une chronique, là, un mot ou deux là-dessus. Ils disent la même chose de manière moins élégante et plus burlesque, là, mais le contenu est exactement le même. Or, si Plamondon botte le cul à ces jeunes-là, il botte le cul au discours de Bock-Côté. Il botte le cul au mentor. Il botte le cul à l'idéologue en chef. C'est ça qui est grave. C'est que c'est pas une voix, puis c'est pour ça que je te dis qu'il fait une erreur, parce que c'est pas une voix parmi d'autres. Si c'était une voix parmi d'autres, ça serait une autre histoire. Là, c'est rendu, je dis pas que c'est la voix principale du mouvement indépendantiste, pas du tout ce que je dis, mais les postures du PQ sont calquées maintenant sur celles de Bock-Côté. Puis le PQ puis l'indépendance, pour moi, c'est deux choses qui sont distinctes. Il ne faudrait pas oublier aussi l'autre affaire qui est importante, c'est que le PQ, je le répète, était une coalition. Quand ils ont mis le gars dehors, là, le gars en question s'appelle Vincent Boulay, qui est un sacré bon gars par ailleurs, puis c'est un gars articulé, puis c'est un gars intelligent, puis bon. Mais quand la chicane a pogné la première fois, ça rebondit sur la Cogeco. Dans une chronique de Jonathan Trudeau, si je ne fais pas erreur. Mais Trudeau a appelé au bureau du chef, au PQ, puis on dit: ah ouais, ben tu sais, Boulay, il est à gauche, fait que tu comprends. C'est on tape, là. Boulay est à gauche, tu comprends. OK, quoi? OK, je comprends quoi exactement? Je comprends que si tu es à gauche, tu n'as pas de. Donc, en d'autres termes, c'est pour ça que je te dis, et je les répète, c'est une erreur de pee-wee. Il y a juste à être au centre, puis tolérer une certaine droite, tolérer une certaine gauche, et dire les mouvements extrémistes, on n'en veut pas. L'Alliance nationale, là, quand même qu'ils se font taper sa tête par Plamondon en disant vous êtes des racistes, on ne veut pas de vous. Tu veux-tu gager qu'au prochain référendum, ils vont voter oui quand même? Ils vont pas voter non, là. Ils vont voter oui. Puis Bock-Côté, il va voter oui, peu importe ce qui arrive. Par contre, il y en a qui sont à gauche, ou même au centre-gauche, qui ont vu la gang de petits bozos faire des saluts nazis, puis ils ont vu Plamondon dire bah, tant qu'ils respectent le code d'éthique, c'est correct. Qui se disent ben moi, c'est parce que j'ai peut-être pas le goût de m'associer à cette gang-là. Et c'est ça, moi, mon espoir. Et d'ailleurs, dans le dernier sondage du Journal de Montréal, aujourd'hui, au moment où on enregistre, là, on est, je ne sais plus, le 3-4 décembre, ben, il y a quelque chose comme, je ne sais plus, là, une majorité de gens qui se sont déclarés en désaccord ou avec le fait que Plamondon ait traité le QS de woke, de ci et de ça. Et ça, il y en a une majorité, en vrai dire, qui ne savaient même pas trop, ils n'ont pas voulu répondre, probablement parce qu'ils n'avaient aucune idée de c'était quoi cette histoire de fou-là. Mais ça me rassure un peu, parce que ça démontre qu'il y a une certaine portée relative aux chroniques de on sait qui, et c'est pas tout le monde qui embarque dans ce train-là. Donc, moi, je pense que ça lui monte à la tête parce qu'évidemment, il passe à Cube Radio, TVA, Radio-Journal Montréal, sont tous là encensés. C'est ça son pari, là. Sauf que le Québec, c'est un petit peu plus compliqué que le Journal de Montréal. C'est un petit peu plus vaste. Et tu ne pourras pas gagner un référendum avec les Rimouski-Ouest, là. Ça va te prendre du monde à Montréal aussi. Ça va te prendre les immigrants. Mais à force de casser du sucre sur leur dos, bien, ça se pourrait qu'il y en a qui décident de se rebuter. Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est grave ce qui se passe pour le tissu social. Et stratégiquement, je trouve que c'est une erreur. Tu es un expert de la loi 21. Qu'as-tu à nous dire à ce sujet? Moi, je te dirais que ce qui m'achale surtout, c'est la facilité avec laquelle on utilise la dérogatoire aujourd'hui. Hein. Même de manière préventive, il faut suspendre des droits sans justification, en bloc, c'est-à-dire de manière omnibus.
Ça, je pense que c'est contraire à nos engagements en droit international. Je pense que c'est contraire à l'intention du constituant aussi quand il a adopté la dérogatoire en 82 en ce qui a trait à la Charte canadienne. Et je te rappellerai aussi que le Parti québécois de l'époque, Jacques-Yvan Morin, qui était vice-premier ministre sous René Lévesque, voulait abroger la dérogatoire de la Charte québécoise parce qu'il la trouvait très dangereuse. Jamais ce genre d'idée-là pourrait encore être proposé au Parti québécois aujourd'hui. Hein? C'est l'antéchrist comme tel. Par rapport à la loi 21, c'est drôle parce que Saint-Pierre Plamondon, c'était un des plus grands pourfendeurs de la Charte des valeurs, dans des sorties publiques, dans tout le truc. Et là, tout à coup, la loi 21, c'est la meilleure invention depuis l'eau chaude. Je ne vais pas commenter la loi 21 comme telle, mais je dirais par contre qu'à mon avis, celle-ci, de toute évidence, s'est construite dans un contexte très particulier parce que le Québec est laïque depuis les années 60. C'est ça la vérité. Et sans rentrer dans le détail, il ne faut pas oublier que le prosélytisme est déjà interdit depuis toujours, enfin depuis au moins les années 60, notamment dans la loi sur l'instruction publique. Un professeur ne peut pas faire la promotion de sa religion, on ne peut pas l'imposer aux étudiants. C'est un motif de congédiement, c'est ultra sérieux. Et on l'a vu dans le cas de l'affaire Bedford récemment, que la loi 21, ben, bof, rien à voir là-dedans, ça n'a pas rapport. Ce qui est grave, c'est le prosélytisme. Et ça, je peux le dire parce que c'est public. Lors de l'audience en cour supérieure, nous avons fait la démonstration avec des experts, hein, des gens qui font ça dans la vie, ça a été reconnu par la cour, qu'il n'y a pas de lien entre le fait de porter un signe religieux et d'imposer sa religion dans la gorge des enfants. À l'inverse, quelqu'un qui fait partie de l'Église de Scientologie, par exemple, pourrait, puis on s'entend que c'est une religion assez sautée, merci, lui, il n'a pas de signe religieux, mais pourrait, à ce moment-là, il peut travailler, contrairement à la femme musulmane qui porte le voile. Déjà là, c'est un problème. Donc voilà. Tout ça pour te dire que l'enjeu, c'est le prosélytisme. On l'a vu dans Bedford. Ça, c'est condamnable. Et les syndicats, incluant ma cliente, ont pourfendu toute forme de prosélytisme. Par contre, d'empêcher quelqu'un de travailler, hein, suspendre ses droits fondamentaux basés sur le fait qu'elle représente quelque chose qui ne nous plaît pas, parce qu'on va se le dire, là, c'est simplement à 95 sinon plus, des femmes musulmanes qui sont visées par la loi 21. C'est personne d'autre, là. Ça, c'est factuel, là. Alors, je ne veux pas trop m'avancer, j'en dirai pas plus que ça, mais il y a un contexte dans lequel tout ça est arrivé et c'est quand même particulier, sachant que les institutions québécoises sont laïques comme elles devraient l'être. Moi, je suis athée comme tout. Ma fille n'est même pas baptisée, là. Je veux dire, rien du tout. Et je m'amuse avec ça, si ça peut te plaire. Tu vois, j'ai une petite croix chrétienne dans le cou. Tu vas me dire, oui, mais tu viens de me dire que tu es athée. Je le suis. Je la porte parce que je suis allé faire un reportage en Éthiopie et mon ami Wendy, que je ne connaissais pas, mais qui est devenu mon ami, me l'a acheté dans le plus gros marché d'Afrique, à Addis Ababa. Et je la porte, puis je blague avec mes étudiants à l'université. Je voyais, je porte ça ici. Est-ce que je suis en train de faire du prosélytisme chrétien? Est-ce que vous croyez qu'en portant ça, je ne suis pas neutre? Est-ce que, puis là, on s'entend que c'est à l'université, c'est autre chose. Alors que si je fais ça comme ça et je la cache, et je vous dis que je suis membre de l'Église de Scientologie et je suis contre les mariages interraciaux, qu'est-ce qui est le plus grave entre les deux? Bien, c'est un peu ça, la loi 21, c'est que ça manque la cible. Et il y a des constitutionnalistes qui nous disent non, non, c'est pas une loi qui suspend la liberté de religion. La preuve, ça vise toutes les religions. Mais ça, c'est parce que c'est doublement stupide. Parce que, premièrement, ça vise pas toutes les religions. Ça vise les religions qui parlent du port d'un signe religieux, d'un. Fait que tu en élimines la moitié, trois quarts. Puis, deuxièmement, sur la question de la discrimination, tu peux pas me dire qu'il n'y en a pas. Tu es en train de me dire toi-même que ça vise toutes les religions. Bien, même si c'était vrai, puis ça ne l'est pas, mais même si c'était vrai que ça visait toutes les religions, ça veut donc dire que ça ne vise pas les non-religions. Donc, c'est de la discrimination basée sur la religion. La vraie histoire, puis c'est ça qui aurait été intéressant, c'est que si on n'avait pas invoqué la dérogatoire au Parlement du Québec, on aurait laissé les tribunaux discuter de ceci. Oui, il y a une discrimination basée sur la religion, c'est une évidence totale, mais ce n'est pas parce qu'il y a une discrimination que c'est la fin du monde nécessairement. Il y a des discriminations
qui se justifie dans le cadre d'une société libre et démocratique. Hein. Il y a un test qui est prévu, le test de l'article 1, et là, le tribunal se casse la tête. Est-ce que ça poursuit un objectif réel urgent? Est-ce qu'il y a un lien rationnel, une atteinte minimale, c'est proportionnel? Ça aurait été un débat fascinant, parce que peut-être qu'on aurait dit, oui, ça discrimine sur la base de la religion, mais dans une société libre et démocratique, on préfère maintenir ce type de violation-là. Ça aurait été une avenue, mais Simon Jolin Barrette et le reste du gouvernement caquiste ont eu peur et ont retiré, évidemment, ce droit-là pour empêcher toute forme de dialogue. Et puis voilà. Quelle est ta lecture sur le traitement médiatique de la saga École Bedford? Bien, ça dépend des médias, hein, évidemment. Hein. C'était de l'or en barre pour certains d'entre eux. D'autres étaient mal à l'aise. Mais pourtant, pour moi, la ligne est très, très simple. Hein. C'est un gros rapport. Ce sont des Maghrébins qui ont dénoncé d'autres profs maghrébins. Déjà là, c'est comme si moi, francophone athée, je dénonçais un francophone athée. Bon, est-ce qu'on dirait 100 fois c'est Bérard, le francophone athée, qui a dénoncé le francophone athée? On s'en fout, là. Je veux dire, par preuve, c'est pas un groupe qui... Bon. Ceci dit, il y a eu quelques histoires, j'ai tendance à dire anecdotes, la prof qui s'est mise à prier pendant que l'enfant s'est évanoui ou je ne sais pas trop quoi. Bon, est-ce que ça vaut la peine de créer une crise nationale autour de ça? Je ne le sais pas. Ce que je sais par contre, puis ça, je maintiens ça, c'est important, c'est que le prosélytisme, quel qu'il soit, peu importe sa source, est condamnable à 1 million de 1000%. Et que ces profs-là se soient fait suspendre, tant mieux. Qu'ils se fassent botter le cul jusque dans la stratosphère, tant mieux aussi, si on me demande mon avis. Mais pour le reste, évidemment, pour certains médias, on vous l'avait dit, regardez, parce que moi, je me rappelle très bien, la Charte des valeurs, j'étais un des 4 rédacteurs du Manifeste pour un Québec inclusif. Puis c'était pas difficile à savoir que c'est là que ça s'en allait. On a eu une douzaine d'années de couverture médiatique. C'est pas vrai, ça s'est calmé pendant 3-4 ans, là, essentiellement, mais et tu regardais les sondages, on parlait de la loi 21 tout à l'heure, hein, au début, là, il y a une partie de la population, une majorité de la population qui appuyait la loi 21. 65, 70, 72. Or, selon les derniers sondages, puis j'aimerais en voir un récent parce qu'il n'en existe pas, à ce que je sache, l'appui est rendu à peu près à 50 à 48 certaines questions, 52 sur d'autres. En d'autres termes, la société libérale est très polarisée. Or, les bas-côtés de ce monde continuent de prétendre que la loi 21 fait issue d'un large consensus, puis on est tous d'accord avec ça depuis Bouchard-Taylor, blablabli, blablabla. Mais c'est de la foutaise, ça. C'est pas vrai du tout, ça colle pas avec la réalité. Et je pense qu'il y a une participation médiatique qui est nécessairement très responsable de ce climat-là, de cette espèce d'ostracisme. Et pour eux, Bedford, eh bien, écoute, c'est la cerise sous le sundae, là. Tu ferais ça, tu peux te glousser tant que tu veux, dire, regardez, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Là, il y a d'autres écoles qui sont sous enquête. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a appris, ça a fait pouette, pouette, pouette. Il y a peut-être des médias qui sont déçus. Moi, c'est drôle, je suis content qu'il n'y en ait pas d'autres cas de prosélytisme, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, on verra. Je suis content, je trouve que c'est une bonne nouvelle et j'aime bien penser que Bedford était un très mauvais exemple de ce que un très mauvais exemple de ce qui peut t'arriver parfois en termes de prosélytisme, mais de là à le généraliser, moi, c'est drôle. Tout ce que j'entends, ce sont des contre-exemples à 1 million de 1000 à l'heure. Les musulmans ont-ils un traitement particulier au Québec? Le seul groupe culturel actuellement que tu peux frapper comme une pinata sans conséquence, ce sont les musulmans, là. Puis ça, c'est pas d'hier, là. Ça remonte à la Charte des valeurs, là. On entendait toutes sortes de trucs, là, qui étaient absolument épouvantables. Puis c'est pour ça, moi, que je dis, attention, là, ça va mal se terminer, tout ça. Ça s'est calmé un bout de temps. Bon, il y a eu d'autres choses par la suite. Mais oui, c'est ça. C'est simplement, c'est la cerise sur le sundae pour eux. Puis c'est triste. C'est vraiment triste parce que c'est trop facile de prendre un exemple du genre. Tu sais, vous avez parlé de prosélytisme. Là, moi, je vais vous raconter un exemple, là. J'étais à l'école à Mont-Laurier, à la petite école, l'école de la Carrière. J'ai, je sais pas, 7 ou 8 ans. Il y a une église tout juste à côté de la cour de récréation. Et je lance des pierres, des petites roches avec 2 de mes amis. Ben,
sais pas si c'était des amis, mais 2 Jéhovah, des témoins de Jéhovah, les Brières, si je ne me trompe pas, ou les Leclerc, je pense que c'était Brières. On lance des roches à savoir qui va la lancer le plus loin sur le toit de l'église. On ne cassait pas de vitre, rien de ça. C'est des petits cailloux qui tombaient, puis c'était tout. Et il y a une prof qui surveillait cet après-midi-là, qui nous voit lancer les trucs. Ils ont ramassé les deux petits culs Jéhovah par les oreilles. Elle les a ramassés. Elle les a envoyés chez la directrice. Puis moi, je suis en arrière, puis je ne comprenais pas. Puis elle criait après eux, mes petits Jéhovah, vous croyez en rien. Vous n'avez pas de respect pour Jésus. Vous n'avez pas de respect à Dieu. Blablabla. Puis j'étais rentré dans le bureau de la directrice. Puis elle dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je dis, ben, je lançais des roches, moi aussi. Elle dit, oui, OK, mais t'as pas d'affaires ici. Je dis, ben oui, j'ai d'affaires ici. J'ai fait la même chose qu'eux. C'est pas parce qu'ils sont Jéhovah qui, bon, genre. Mais ça, c'en est une forme de prosélytisme, de discrimination. Peut-être pas du prosélytisme, j'exagère, mais de discrimination sur la base religieuse. Puis on le fait, puis c'est un peu, je dis pas que c'est acceptable, évidemment, mais c'est un peu normal qu'une majorité ait tendance à imposer ses billets, parfois même sans le réaliser. Mais il ne faut pas quand même virer fou à chaque fois puis dire voici ce qu'est ce groupe-là en rapport aux autres, par rapport à l'enseignement, par rapport à ce que tu veux. Je veux dire, c'est complètement débile. Nos entretiens sont possibles grâce à vos dons. Merci de continuer à faire vivre ce format. Lien en description pour nous aider à produire les prochaines interviews.